Vous êtes bien sur Culturez-nous, la chaîne de podcast où on parle de tout et de rien, mais surtout de tout. Aujourd'hui, on va parler du théâtre. Alors, théâtre, on va pas aborder ça sur les grands textes, sur l'histoire du théâtre, mais plutôt sur comment est-ce qu'on fait du théâtre, comment est-ce qu'on rentre dans le rôle, dans un rôle qu'on peut avoir, comment est-ce qu'on met en scène une pièce de théâtre. Aujourd'hui, je reçois deux invités, donc Philippe, qui a 7 ans d'expérience, c'est ça, dans le théâtre à peu près. Plus que ça, j'ai créé une troupe il y a 8 ans, mais je joue le théâtre depuis tout. Et Jérém, qui lui a fait théâtre depuis 3 ans, c'est à peu près, c'est ça, 4 ans. 4 ans. Merci Jérém. Il a bien travaillé son émission. Voilà. Aujourd'hui, on va donc parler, donc, comment est-ce que finalement, parce que c'est la question qu'on se pose tous quand on va parler de pièce de théâtre, comment est-ce qu'on s'approprie un rôle finalement, et après comment est-ce qu'on met en scène une pièce de théâtre. Alors peut-être première question, c'est quand vous avez une pièce de théâtre réalisée, que vous savez que vous allez jouer tel ou tel personnage, que ce soit du classique ou du contemporain ou du moderne, comment est-ce que vous rentrez dans le rôle, Philippe? Quelles sont les différentes techniques? Comment les différentes techniques pour rentrer dans le rôle? Alors il y a déjà une phase d'échange avec le metteur en scène pour être sûr que le personnage que tu imagines rentre bien dans le cadre que lui il a imaginé pour l'ensemble de la scène, de la pièce, une cohérence globale qui est importante à respecter. Et après, dans les techniques vraiment pour rentrer dans le rôle, c'est travailler sur la posture, travailler sur le déplacement, et puis éventuellement trouver un objet qui soit un support, tu vois, par exemple. Quand tu dis travailler dans la posture, c'est-à-dire C'est-à-dire la manière de marcher, par exemple, la manière d'être assis, la manière de tenir. Tu vois, des choses qui sont pas directement liées au texte, parce que le texte, il peut t'obscurcir, mais si tu joues un personnage qui doit être très autoritaire et charismatique, comment il se tient? Est-ce qu'il se tient droit? Est-ce qu'il marche lentement? Enfin, tu vois, des choses comme ça. Et après, essayer d'identifier un objet qui peut te servir. Tu vois, par exemple, je pensais à ce personnage-là où il m'avait fallu une pipe. Rien que le fait d'avoir une pipe dans la main, tout de suite, ça m'avait donné une prestance que j'avais pas naturellement et qui m'a permis de jouer. Donc, ça veut dire que si tu dois jouer, alors là tu as pris l'exemple de l'autoritaire charismatique, mais si tu dois jouer par exemple plutôt un personnage, on va dire bouffon, comme dans Molière, par exemple des personnages bouffons, tu dois aussi donc apprendre à avoir cette posture. Alors tu vois, tout de suite j'essaierai de faire des exercices avec des postures plus souples, peut-être une démarche plus bon, je mime, ça se voit pas, mais tu vois, des choses comme ça. Puis un objet, est-ce que ça pourrait être, tu vois, une balle de jonglage, ou tu vois, des choses comme ça qui suggèrent le mouvement, qui suggèrent le jeu. D'accord. Jérém, toi aussi, tu as des techniques pour je suis d'accord avec pas mal de points avec Philippe. Le metteur en scène, important, sa vision du personnage, comment lui il le ressent, comment lui il le voit, et après, ce qui est, moi je trouve important, ce qui nous vient instinctivement à l'esprit, à la lecture, comme les images qui nous apparaissent, la manière dont on peut voir et percevoir le personnage au travers du texte, et puis après, comme a dit Philippe, ce qui se travaille, donc moi je suis d'accord avec lui par le physique, la démarche, plein de choses, et puis après, tout ça se travaille pendant les répétitions. Et puis il y a des allers-retours permanents. Il y a des allers-retours permanents. Alors, pour revenir sur le metteur en scène, parce que toi Philippe, t'as mis en scène, mais toi Jérém, donc t'as mis en scène, mais justement, imaginons que t'as une vision d'un personnage que tu dois jouer, et que le metteur en scène a une vision totalement différente. Est-ce que tu as un peu ton libre arbitre où tu peux dire ce que tu veux faire, et si le metteur en scène n'est pas d'accord, comment est-ce que tu... Alors c'est un peu compliqué peut-être Ouais, c'est compliqué. Moi, comment je le vis, c'est que c'est un échange. C'est que c'est à la fois surprendre le metteur en scène, proposer des choses, et je pense que le metteur en scène lui aussi n'attend que ça, c'est des choses qui sortent de sa route, de ce que lui peut attendre pour être surpris. Donc après c'est à nous d'inventer, et je pense que le comédien doit faire ça, réussir à inventer, à surprendre le metteur en scène pour que lui ensuite après puisse élaguer certaines choses par rapport à ce que lui avait en tête, et qui en même temps d'autres choses qui viennent se greffer à ça, quoi. Donc c'est à la fois c'est pour ça que je parlais de la vision du metteur en scène que lui il peut déjà avoir au préalable, et puis après ce que nous on apporte que lui ne peut pas calculer. Donc tout ça va se greffer, ça va donner quelque chose. Toi, en tant que ton expérience en tant que comédien, mais aussi en tant que metteur en scène, comment tu peux réagir à ce que dit Jérémy non, mais je trouve que c'est l'attitude vraiment constructive, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'être dans la peau d'un personnage, ça te donne un biais, le fait d'être metteur en scène, d'avoir une vision globale, ça te donne un autre biais, et l'idée c'est de voir jusqu'où tu peux concilier les deux visions, quoi. Et à l'inverse, moi j'ai eu le cas sur un personnage en particulier dans une pièce que j'ai mis en scène où on n'est jamais tombé d'accord avec, c'était l'acteur principal, sur lui comment il voyait ce personnage et moi comment je voyais son personnage, et à un moment donné on a acté de ça et puis on a essayé de faire au mieux, quoi. D'accord. Mais c'est vraiment important cette histoire d'échange.
quoi. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu tombes sur un comédien qui ne soit pas totalement d'accord avec en opposition totale avec la vision que tu as toi du personnage? Parce que tu m'avais dit par exemple que le metteur en scène, le comédien lui a sa vision de ce personnage à lui-même et que le metteur en scène a la vision globale de la pièce de théâtre et que parfois ça peut rentrer en opposition. Et est-ce que c'était déjà arrivé de tomber sur un comédien qui te dit non, je veux le faire comme ci, comme ça, et comment est-ce que tu gères toi pour Eh bien, ça m'est arrivé justement, c'était à ça que je pensais et j'ai pas réussi à obtenir gain de cause total. C'est-à-dire que je pense que quand tu es metteur en scène, il faut t'adapter aux comédiens qui sont en face de toi, ils réagissent pas tous de la même façon et là pour le coup j'ai pas trouvé comment faire pour l'amener là où je voulais l'amener. D'accord, ok. Et toi c'était déjà arrivé en tant que comédien d'être en opposition totale avec le metteur en scène? J'ai eu envie, je me suis jamais vraiment opposé, parce que j'estime que quand on commence, moi en tout cas c'est ma vision des choses, c'est qu'il faut se laisser quand même guider, faut faire confiance, sinon je pense que si on se bloque trop tôt, on rentre pas dans un personnage, donc faut accepter que le professeur, quand il nous demande de faire quelque chose qui va à l'encontre de ce que nous on est capable pas de donner mais de percevoir et d'avoir envie de donner, je pense que moi j'estime qu'il faut se lâcher, faut pas se poser de questions, c'est le but du comédien quoi. Après moi la question qui vient, je pense que tout le monde a, enfin les personnes qui connaissent pas trop le théâtre comme moi, on regarde un petit peu mais on n'a pas d'expérience. Imaginons que vous soyez amené à jouer un personnage vraiment une ordure finie, une saloperie, etc. Comment est-ce que vous arrivez à vous détacher du personnage, parce que vous devez tellement être imprégné de ce personnage, comment est-ce que vous arrivez à vous détacher émotionnellement de ça quoi, Philippe C'est pas toujours facile. Ouais. C'est pas toujours facile. Après, ce qui est intéressant au théâtre, c'est que tu as toute une série de rituels pour te faire rentrer dans un personnage, mais aussi pour en sortir. Même si tu peux jamais mettre une frontière émotionnelle fermée, il y a quand même le fait qu'à un moment donné, tu sors de scène, qu'à un moment donné, tu tiens de... Enfin, tu vois, tu changes d'univers et donc ça te permet aussi de revenir à un univers normal, mais ça s'apprend. Enfin, il y a une période où j'avais tendance à me mélanger avec mon personnage et à oublier quoi. Alors, je sais pas si c'est toi qui m'avais dit ça, mais j'ai entendu dire à un moment donné que, dis-moi si c'est toi ou pas, je me souviens plus, mais en tout cas que le fait de trop rentrer dans un personnage, parfois dans ta vie en général, ça te prend tellement à la tête que tu peux parfois en chier ou alors en... Carrément. Ça t'est Ça m'est arrivé plus jeune. Maintenant, je pense avec l'expérience, j'ai appris à prendre de la distance. J'aurais pas de technique particulière. Oui, c'est après c'est la distance. Ça t'est déjà arrivé, Jérém, toi, de trop rentrer dans un personnage? De trop être en notion avec le personnage, par exemple. Alors, si tu joues un personnage joyeux, ça va, mais si tu joues un personnage déprimé, un personnage une ordure, par exemple, comme dans Idiaco, dans Othello, par exemple. J'ai jamais joué d'ordure finie dans les pièces. Maintenant, des scènes où ça demande de faire appel à des émotions qui sont dures. Ouais, et c'est compliqué, je pense que ça demande un travail, ça demande de se lâcher, du lâcher prise. D'accord. Et s'autoriser des choses. Mais après, ça, c'est un travail qu'on a au-delà même avec le metteur en scène, c'est un truc qu'il faut voir avec soi-même, quoi. C'est comment tu te libères, comment tu t'autorises à faire ça devant des gens. Et après, ça passe par plein de choses très personnelles, je pense. Donc après, c'est commun à chacun, quoi. Après, je pense que tu as deux phases. Quand tu montes un personnage, tu as vraiment une phase de recherche, de construction, où parfois il t'arrive des choses que tu n'as pas prévues et qui te dépassent totalement d'un point de vue émotionnel. Mais une fois que tu es arrivé à un certain palier, tu maîtrises ce qui t'arrive. C'est-à-dire, tu sais, l'émotion, tu la ressens, mais tu sais aussi que tu es capable de la maîtriser. C'est surtout, moi en tout cas, quand je monte un personnage, que je peux me laisser totalement déborder par les émotions que ça procure. D'accord. Donc là, on a parlé du fait de s'approprier un personnage, mais il y a le fait de s'approprier le personnage, mais aussi de s'approprier le texte. Alors, est-ce qu'il existe des techniques particulières, par exemple, pour apprendre un long monologue, ou alors des tirades, ou alors même un dialogue, pour apprendre un texte? Parce que quelqu'un qui ne connaît pas le théâtre, et qui va au théâtre, et qui voit une pièce de théâtre qui dure 2 heures, ou 1h30, et qui voit des personnes qui apprennent des textes extrêmement longs, est-ce qu'il y a des techniques particulières pour pouvoir... J'arrête, vas-y si tu veux. Moi, je pense que j'avais une manie horrible pour les gens, et c'était que j'apprenais mon texte en même temps que je répétais. C'est-à-dire que je ne connaissais pas mon texte, mais que je faisais la... C'est bien chiant, ouais. On voit le metteur en scène. C'est bien chiant, ouais. Et que maintenant, de plus en plus, j'évite de faire ça. Ouais. Que j'apprends mon texte au préalable. Alors après, tu peux l'apprendre, si c'est du classique, tu l'apprends vers par vers. C'est du contemporain, tu le récites comme une poésie. Enfin, il y a vraiment, en fait, je pense qu'il n'y a pas de manière précise pour apprendre son texte. C'est juste que tu l'apprends comme un truc que tu apprends banalement. Ouais. Après, il faut juste poésie, mais après, le vivre, c'est plus dur. Mais c'est ça, en fait, c'est que tu apprends le texte. Et après, on revient à la discussion qu'on avait précédemment. C'est que tu apprends le texte, mais tu dois aussi le vivre. Le texte. Ouais, ça, c'est deux choses vraiment différentes. Tu peux connaître ton texte. Ouais. Tu peux le connaître sur le bout des doigts et le sortir en toutes les situations possibles. Si tu le vis pas, ben surtout tu l'oublies quand tu joues aussi. Tu peux le connaître par cœur dans ta tête et une fois qu'il faut le jouer, si tu le vis pas, c'est que tu connais pas bien. Et inversement, tu n'arriveras jamais à vivre un texte que tu ne connais pas par cœur.
Boum, dans ta gueule. Non, mais vu qu'on a déjà discuté avant, je sais qu'il est d'accord avec moi. Ça, c'est une expérience que font tous les comédiens tant que t'es pas à l'aise avec le texte. Tant que t'es pas à l'aise avec le texte, tu peux mettre à moitié, quoi. Non, bien sûr, ouais. Bah, du coup, oui, donc en fait, moi, il y a quand même bon, chacun ses techniques pour apprendre par cœur, comme tu dis, les poésies, mais après, t'as quand même un exercice au théâtre qui s'appelle l'italienne. L'italienne, le principe, c'est tout le monde dit son texte le plus vite possible sans attention pour que ça roule, quoi. Et à force de faire des italiennes, normalement, ça finit par rentrer. C'est pour la fluidité. Très laborieux, mais. C'est pour la fluidité, vraiment. Et donc, du coup, c'est beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation si on veut arriver à un. Je sais pas si c'est beaucoup de travail. Moi, je pense que c'est une question de. Enfin, c'est envie, quoi, en fait aussi. Ouais, ça dépend de ta capacité. Mais même la passion du après, il faut travailler pour pouvoir s'imprégner du texte et. Pour ne pas être ridicule, quoi. Même pas soi, quoi. Sinon, après, je parle même des trous de texte. Parfois, ça peut naître de la vérité sur scène. Bah justement, ça, voilà, comment est-ce qu'on gère les trous de texte? Parce que ça peut arriver que sur scène, alors il y a des gens qui savent faire ou non, mais si par exemple ça vous arrivait à vous, alors toi Philippe, ça t'était jamais arrivé, pardon. Et toi, tu m'as donné un bon exemple, pas toi particulièrement, mais que c'est déjà arrivé que. Ouais, c'est pas moi. Que des acteurs, en fait, que des comédiens oublient leur texte et qui sautent des pages entières. Ouais, parce que. Je pense à un truc auquel on n'est pas préparé, et en fait souvent les conseils des metteurs en scène c'est de dire enchaîner. Sauf qu'en fait t'enchaînes comme tu peux sur le moment en fait. Donc si tu sautes tout d'un coup une réplique et que t'enchaînes avec la réplique 20 pages plus loin, t'as sauté 20 pages quoi. Donc après c'est aussi à l'autre de se rattraper et d'essayer de remettre les choses, c'est un peu un engrenage quoi de choses. Donc si t'es un minimum en fait un trou ça gère collectivement. Ouais. C'est une cohésion d'équipe entre guillemets et puis celui qui fait la petite phrase un peu bancale pour rattraper, même s'il se plante, et les autres doivent soit rattraper la deuxième connerie, soit enchaîner là où ça va. Mais si t'arrives pendant un monologue. Alors ça moi je. Comment tu gères ça Après le silence ça se joue aussi. Je me souviens très bien d'une pièce où en fait le personnage, enfin le comédien qui a eu un trou, il faisait des monologues de transition entre différentes petites scénettes. Puis à un moment, donc, pour faire ça, il allumait une lampe, et puis il parlait, puis il éteignait sa lampe. Et donc au moment où il devait faire ça, il allume sa lampe, et là, silence total, mais vraiment complètement bloqué, il a rééteint sa lampe. Et nous, on a joué la scénette qui suivait derrière, quoi. Tout simplement. C'est ça, ouais. En fait, et t'as quelque chose qui doit s'enchaîner comme ça. Ouais, non, mais comme tu dis, tu vois, mais le silence, c'est un truc qui se joue au théâtre, en fait. Carrément. Et en plus, ça a un impact, je trouve, qui est fort, le silence quand il est joué. Et souvent, on a tendance, je pense, en tant que comédien, à aller trop vite. Et du coup, à pas prendre le temps de vivre les choses. Et le silence, ça permet de vivre les choses. Et même quand il y a un trou, souvent, les spectateurs ne se rendent pas compte qu'il y a eu un trou. Et le silence, parfois est peut-être plus fort que ce qui est voir quelqu'un essayer de se rattraper justement c'est compliqué de jouer le silence parce que par le silence tu fais passer des émotions sans texte après ah oui mais t'es souvent sur scène sans texte aussi là aussi il faut continuer de jouer, il faut pas y a pas que le texte c'est ça mais justement imaginons une scène où Jérém a une tirade assez importante et que toi en fait tu dois être là tu fais des répliques mais à un moment donné ça dure 3 minutes. Tu dois essayer d'être le plus naturel possible, mais c'est une diction naturelle. Et ça, comment est-ce que tu le gères concrètement? Comment est-ce que parce que ça peut être compliqué, tu sais, mais c'est passion des mains. Oui, mais dans la vie, ça t'arrive d'être 3 minutes à écouter quelqu'un et d'être présent quand même. Quand tu fais un oral, ne serait-ce que, je sais pas, pour le brevet, pour le bac, ce que tu veux, t'apprends à gérer ça aussi. C'est-à-dire que tu t'es pas devant l'examinateur à faire putain, merde, t'apprends à gérer ça. Et en fait, c'est un truc qui est, qui est juste professionnel, en fait. Enfin, quand je dis professionnel, c'est juste que t'es pas censé montrer que tu sais pas. D'accord. T'apprends à combler ce truc-là. Non, mais là, je te parlais du fait que Philippe ait une grande tirade et que toi, tu joues une personne en face et que lui, en fait, il parle et que toi, tu n'as rien à dire dans cette scène. Ton personnage, normalement, tu dois créer une manière d'être et aussi une manière d'être quand il parle pas, quoi. D'accord, Et dans certaines situations. Ouais. Enfin, je pense. Tu vois, quand il est présent sur scène, mais qu'il il n'intervient pas dans un dialogue. Non, mais imaginons que j'ai une discussion et que Philippe a une tirade de 2 minutes. Et que toi, en fait, tu dois jouer, en fait, t'as rien à dire, mais tu dois jouer. C'est-à-dire que tu dois parler sur scène statique. Faut que je sois à l'écoute de ce qu'il dit. S'il s'adresse à moi, faut que je sois à l'écoute et faut que je ressente faut que moi je prenne ce qu'ils me disent. Donc en fait, il y a toujours quelque chose à jouer parce que c'est pas simplement moi sur scène qui ne parle pas, qui doit faire juste acte de présence, c'est que si Philippe, son personnage s'adresse au mien,
je suis censé l'écouter, donc je suis censé réagir en conséquence. Et pour répondre juste à ta question très précise des mains, alors le conseil de base c'est surtout en faire le moins possible avec les mains. C'est-à-dire que ce sont des gestes parasites et c'est très désagréable pour le public. Et ensuite, souvent, ça peut arriver que, je sais pas, il y a quelqu'un qui parle et puis toi, ton personnage il regarde le journal, tu tournes les pages du journal, tu bois le café, enfin tu vois, après il y a aussi des accessoires sur scène, t'es pas juste debout sans rien, quoi. Non, bien sûr. Alors après, donc là on a un peu abordé tous ces sujets-là, mais maintenant, comment tu joues du théâtre classique, du théâtre moderne, contemporain? Parce que c'est quand même des approches totalement différentes. Tu vois, par exemple, un texte en Alexandrin, comment est-ce que tu gères ça pour que ce soit le plus naturel possible et que ça ne devienne pas ridicule, plus ou moins? Enfin, je sais pas si j'arrive au Philippe, celui qui veut réagir, mais. Moi, j'ai pas de formation particulière en termes de théâtre, c'est que de l'apprentissage sur le tas. Donc là, c'est pareil. Enfin, l'alexandrin, c'est une musique particulière, c'est une manière de dire particulière. Tu t'enseignes, c'est de voir comment se disent les alexandrins. Tu trouves quelqu'un qui a déjà appris à déclamer des alexandrins et puis tu fais avec. D'accord. Voilà, tout simplement. Par exemple, tu parlais du fait de t'entuer. C'est les fins de. Oui, parce qu'en fait, il y a des manières précises quand même de déclarer un alexandrin. Après, je sais pas, tu disais ridicule, mais je sais pas si c'est ridicule vraiment. Non, c'est pas ça. Non, mais pour en fait savoir bien le faire pour pas que ça soit ridicule. Oui, après ça c'est avec c'est le travail du texte, c'est le travail avec le metteur en scène qui te reprend à chaque fois parce que on peut avoir des oublis à un moment de prononciation, de diction qui n'est pas la bonne et donc c'est le respect du texte de l'auteur. Donc après si le metteur en scène connaît ces textes-là, évidemment qu'il va te reprendre, il va te dire fais attention. Après quand il y a un E devant une consonne, tu le dis alors que quand tu fais du contemporain, ce sera pas forcément évident, mais c'est des choses qui viennent aussi. Disons que t'es pas tout seul quand tu montes un personnage. Le metteur en scène, c'est aussi son rôle de te dire là, c'est pas comme ça qu'on parle, c'est comme ça qu'il faut parler. D'accord, oui. Ouais. Alors après, maintenant, la question que je pense que n'importe quel débutant pourrait avoir, ou quelle personne qui connaît pas, comment est-ce que tu gères le stress? Est-ce que vous avez déjà eu le trac au point de vomir, au point de... J'ai pas le trac, moi. T'as pas le trac, t'as moins les comédiens, ce soir. Eh bien, 2 fois. 2-0. En fait, j'ai le trac. Comment ça se gère? Ça, c'est individuel, quoi. Il n'y a pas de... Pardon, imaginons, parce que toi tu m'as dit ça une fois, quand par exemple tes parents viennent te voir, c'est toujours plus compliqué quand c'est des personnes qui te connaissent bien, parce que t'as le rapport émotionnel qui est là, présent, et qui est... Ouais, mais ça, tu l'occultes avant de monter sur scène, c'est-à-dire que tu y penses pas. Ouais. Même si tu sais que... C'est pour ça que moi, j'aime bien savoir que... Ne pas savoir qui vient me voir, c'est pour pas y penser, en fait. Et parce qu'il y a déjà tellement de choses à penser que ça en a un point en moins. Et en fait, une fois que tu rentres sur scène, t'oublies tout ça. Et t'as vraiment un blocage, quoi. Mais quand t'arrives sur scène, d'accord, parce que tu vois le public. Ouais. Non, tu le vois pas forcément. Quand t'as les projos dans la tronche, tu vois. T'as les projos, c'est assez... Quand t'as des faces... Ouais. Tu ne vois pas forcément le public et c'est ça qui est intéressant, c'est que tu vois une sorte de brouillard noir, de masse noire et t'as la lumière en pleine gueule et tu sais que tu dois jouer, donc en fait t'es dans l'émotion, donc en fait tes TG ils pourraient pas regarder un peu partout, ça dépend. Donc... Mais ça vous est jamais arrivé au point de voir le public, de voir des... Ouais, si. Mais alors ça justement, quand vous jouez, que votre regard croise le regard d'un spectateur qui disjoncte à un moment donné, que tu vois, parce que tu croises quelqu'un qui te regarde concrètement. En fait, t'as deux cas de figure. C'est soit ton personnage s'adresse au public directement, et là il faut quand même, dans la mesure du possible, chercher des regards, mais comme tu feras un one-man show, quoi, si tu veux, parce que c'est prévu qu'à ce moment-là tu parles au public. Soit ton personnage s'adresse pas au public, mais parle, je sais pas, à la lune, j'en sais rien, et à ce moment-là, tu vas faire en sorte de pas regarder directement au public, tu vas regarder un peu plus haut, quoi. D'accord. Okay. Ouais. Moi je sais que j'avais une scène classique à jouer, dans une salle de théâtre qui était quand même assez petite, c'est-à-dire que j'avais... T'es venu me voir. J'avais carrément les pieds de mon père sous le nez, quasiment, presque pendant que je jouais. Donc, en fait, l'avantage là que j'ai eu dans cette scène de classique là, c'est que je ne dois pas m'adresser au public. C'est un personnage qui s'adresse au Dieu, donc je regarde soit par terre, soit je regarde en l'air, soit je m'adresse à moi-même. En aucun cas, je dois regarder le public. Donc ça m'a beaucoup avantagé en fait dans mon personnage, puisque sachant que j'ai mon père au premier rang, avec toi, deuxième, machin. Enfin, il y a des manières parfois au théâtre qui aident à ne pas du tout faire face au public et donc à penser autrement. Maintenant, il y a d'autres scènes contemporaines où tu dois t'adresser. Quand tu croises le regard de ton pote ou de ton père ou de ta copine ou ce que tu veux, t'es dans ton personnage. Donc en fait, t'y restes. Et comme t'es en pleine
en plein jeu, quoi. Tu peux même pas en sortir, tu peux pas t'arrêter dans ta tête. T'as un texte à déballer, t'as des choses bien précises dans ta tête, c'est presque chorégraphié, donc puis t'es très spontané, t'es très instinctif, donc t'as pas le temps, même si tu croises un tel, ça, je sais pas. Je suis d'accord avec ça. Non, après, pour gérer le stress, pour moi, c'est vraiment une question de rituel. J'ai ma petite chanson, j'ai une tirade en alexandrin que je me répète toujours sur tous les tons, je marche, et puis voilà, mais c'est mes petits rituels à moi. Chacun est différent par rapport à la gestion du stress. Quoi. D'accord. Et si vous arrivez de voir des comédiens qui soient vraiment mal avant de rentrer en scène et qu'après ça se libère, mais... Non, dans ma troupe, ouais. Ça m'est déjà arrivé d'avoir des montées de larmes, tu vois, d'émotions qui... Et après, c'est parti une fois qu'ils sont sur scène. Ouais, c'est la tension qui est... Moi, je pense que... Moi, je saute partout. Je sais que C'était très chiant pour les autres. Non, je sais pas. Ouais, peut-être que je suis chiant pour certains, ouais, c'est peut-être possible, mais après, ouais, je sais qu'il y a quelqu'un dans ma troupe, par exemple, qui va vomir 3 fois avant de monter sur scène, qui est pas bien, qui a besoin de faire des exercices de méditation. Donc après, c'est chacun sa manière de gérer, quoi. Non, bien sûr. D'accord. Alors maintenant, peut-être dernière question, qu'est-ce que vous appelez le théâtre ? Vous dites tous les jours, même. Non, mais en gros, parce que. Est-ce que je te réponds dans 10 secondes là ? Non, mais alors, je reprécise ma question. Est-ce que avant de faire du théâtre, vous étiez. Alors, je sais pas, il y a des gens qui sont mal dans leur peau, le théâtre, ils découvrent que ça leur permet de se prendre confiance en eux, comme le sport, hein, mais. Ou est-ce que ça vous permet de prendre conscience de certaines choses, ou de vous libérer, enfin voilà, je sais pas, vas-y, j'ai répondu. C'est très dur de répondre. Ouais. Donc pendant que Philippe fait son âge, moi je vais essayer de répondre. En tout cas, je sais pas, moi après ça dépend de l'intention que t'as quand tu fais du théâtre, mais je sais qu'il y a des gens qui viennent faire des cours amateurs uniquement pour se détendre de la semaine, donc je pense que ça permet de relâcher une certaine pression. D'autres qui viennent parce qu'ils ont besoin de faire des exercices, parce que dans le cadre de leur boulot, je sais pas, ils doivent être appelés à faire face à plein de gens. Dans la vie, ils sont timides, donc l'exercice de diction, de respiration, de plein de choses, ça peut les aider à parler en public. Après, quand tu veux faire ça sur le long terme, je pense que c'est un truc auquel je peux pas répondre. J'ai pas de réponse à part que c'est un truc que tu cherches et qui est inexplicable. Et bien, et qui fait du bien, et que je pense que. Pas forcément, mais. C'est arrivé que ça fait du bien. J'aime bien de pas forcément, parce que je pense qu'il y a un truc un peu. Pas forcément aussi gros que ça, mais thérapeutique, quoi. Je le vois comme ça. Des choses qu'on comprend à travers nos personnages, sur nous. Ouais, ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors je peux pas répondre directement à ta question parce que moi mon père m'a mis sur scène, j'avais 4 ans je pense, donc si tu veux, avant-après, j'ai pas de notion de avant-après. Mais par contre ce qui est sûr c'est que par le théâtre, moi j'ai l'impression que c'est les rares moments où je suis vraiment libre. C'est-à-dire je suis même plus dépendant de moi, je suis ailleurs, je suis quelqu'un d'autre. Et c'est très rare ces moments-là, et effectivement, bizarrement, par un effet que je suis incapable d'expliquer, et ça te fait découvrir des choses de toi-même que tu n'imagines, que dont t'avais pas conscience, quoi. Et des choses, je sais pas, c'est... Des choses pas toujours bien, d'ailleurs. Ouais, ça peut... Non, mais je comprends. Ok, est-ce que vous avez autre chose à rajouter sur le théâtre, peut-être des conseils ou des... À part que l'émission est pas top. Moi j'ai rien à rajouter. Je dirais, faut essayer. Même si ça fait peur, faut essayer, ça vaut le coup. Ouais, et puis pas forcément besoin d'avoir une vocation dans le théâtre. Je veux dire, ne serait-ce que faire, essayer. Mais je pense que même ça fait plus de bien que de mal pour les gens qui essayent. Et je pense que c'est des trucs, même après tu peux découvrir une passion, tu peux découvrir plein de choses, mais je pense que c'est un truc qu'on a besoin de... Mais c'est un art vivant, de toute façon. Ouais, c'est un art vivant. Après, je peux comprendre que ça parle pas à tout le monde, et je sais souvent quand je dis que je fais du théâtre, les gens me disent moi j'ai toujours voulu faire ça, j'ai toujours essayé. Enfin, j'ai toujours voulu essayer, mais j'ose pas parce que je suis trop timide ou parce que je suis. Alors que pour moi, c'est pas forcément une raison, même si je la comprends. Mais au contraire, plus t'es timide, plus t'es machin. Moi, je trouve plus c'est une. Et surtout, plus c'est une force au théâtre en fait. Et puis t'as des transformations de personnes totalement timides de la vraie vie qui sur scène ont une présence incroyable. Je pense pas au théâtre, mais De Niro. Non, mais de Funès, par exemple. Funès, De Niro, mais parce que ça n'a rien à voir. Et c'est pas parce que t'es extraverti sur scène, parce que t'es énergique, parce que dans la vie tu l'es forcément. Et c'est ça, toute la beauté, c'est aussi tout ce qui est, comme disait Philippe, des choses qui se révèlent de nous, qu'on n'utilise pas au quotidien, quand on est nous-mêmes. Donc c'est ça en fait la puissance, c'est réussir à voir des choses, d'autres facettes de nous, qui n'existent pas et dont on n'a aucune conscience au quotidien. Et c'est dingue ça. Carrément. Ok. Les gars, je vous remercie pour ce petit podcast sur le théâtre. C'est toujours intéressant. Moi, je vous remercie parce que vous avez parlé de votre propre expérience, de ce que vous avez vécu, et finalement, c'est ça la culture.
Ouais, puis surtout, c'est très facile. Enfin, dire le théâtre, c'est pas du tout qu'un truc d'élite. Oui, j'ai jamais étudié quoi que ce soit en bah théâtre. voilà. C'est à la base, ouais. C'est le pas principe du tout de mes de podcasts. C'est la culture, comme le théâtre, comme n'importe quelle autre chose. Ça vient du bas et chaque personne peut l'aborder, chaque personne peut la vivre, peut la faire mûrir, ou je sais pas. C'est beau ce que je dis. Donc, il y a les violons derrière. ouais, c'est ça. Donc voilà, et donc, dégage, je vous remercie. Donc, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller faire du théâtre. Vous voyez que c'est pas la mort, qu'il y a des techniques et que c'est quelque chose qui va faire du bien. Et n'oubliez pas surtout que la culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et je vous dis bonne soirée. C'est pas la langue de Molière, c'est pas la langue de Molière là. Voilà, c'est ça. Vive le théâtre et vive Molière. La culture n'est pas un luxe, c'est une nécessité, n'oubliez pas. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée. Vas-y, refais ta phrase de fin là. Salut, c'est bon, c'est fini. Molière, si tu nous C'est écoutes. fini.